Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre histoire d'Agatha Christie avec le fameux Monsieur Queen. L'histoire s'intitule Le sentier d'Arlequin. Monsieur Satterthwaite ne parvenait pas à s'expliquer ce qui le poussait à retourner chez les Denman. Il n'appartenait pas à son milieu. Il ne fréquentait ni le monde, ni les cercles artistiques, et passait pour des Philistins ennuyeux. Il avait fait leur connaissance à Biarritz, accepté leur invitation à venir les visiter, et en dépit d'un séjour sans intérêt en leur compagnie, il était revenu plusieurs fois chez eux. Il s'interrogeait sur ce sujet, en ce 21 juin, alors que sa Rolls-Royce roulait dans la campagne, laissant Londres derrière elle. John Denman, qui frisait la quarantaine, passait pour une personnalité, bien assise dans le monde des affaires. Ses amis ne comptaient pas parmi ceux de M. Satterthwaite, et ses idées étaient tout à fait étrangères au vieux monsieur. Un homme intelligent cependant, mais dans sa spécialité, et qui, sorti de là, faisait piètre mine. « Pourquoi est-ce que je me rends là-bas » se demanda à nouveau M. Satterthwaite, et la seule réponse qui lui vint à l'esprit lui parut tellement incongrue qu'il la repoussa, car en effet la réponse tenait uniquement à une pièce de la maison. Une maison bien confortablement installée, qui l'intriguait, le salon de Madame Denman. Cette pièce n'était en rien le reflet de sa propriétaire, autant qu'on pouvait en juger. En effet, Madame Denman, comme son mari, ne possédait aucune personnalité. M. Satterthwaite n'avait jamais rencontré de femme qui fût aussi complètement neutre. Il la savait russe de naissance, et John Denman, envoyé là-bas, l'avait ramenée avec lui en tant que réfugié apatride, contre le gré de sa famille, et il l'épousa presque aussitôt. Le salon de Madame Denman n'avait en soi rien de remarquable. Des meubles solides, lourds, venant d'Epplewhite, lui donnaient un aspect assez masculin, et cependant un objet particulier y attirait l'attention. Un paravent laqué de l'ancienne Chine, au ton crème et rose pâle. Un musée aurait sûrement été très heureux de le posséder car il passait son conteste pour une pièce de collection, rare et magnifique. Ce paravent semblait un peu incongru au milieu de ces meubles anglais sévères. Il semblait être le centre du décor, les autres objets ne servant qu'à le mettre en valeur. Pourtant, M. Satterthwaite ne pouvait accuser les Denman de manquer de goût, car le reste de la maison montrait une parfaite harmonie à l'œil. Ce détail insignifiant l'intriguait, cependant au plus haut point, et il se persuadait que c'est ce qui expliquait ses visites, assez fréquentes, chez ces gens. Peut-être ne s'agissait-il que d'un caprice de femme après tout. Mais non, cette solution ne correspondait pas à Madame Denman, telle qu'il se la représentait, calme, les traits accusés, s'exprimant en un anglais si correct que personne ne l'aurait devinée étrangère. La voiture s'arrêta et M. Satterthwaite mit pied à terre, débattant toujours dans son esprit du mystère du paravent chinois. La propriété des Denman s'appelait Ashmead et se dressait au milieu de 5 acres de terrain englobés sous le nom de Melton Heath, situé à 30 miles de Londres, à 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, un coin réservé aux gens fortunés. Le maître d'hôtel reçut le visiteur avec déférence et l'informa que M. et Mme Denman s'excusaient d'une absence obligée, mais espérait que M. Satterthwaite s'installerait confortablement en attendant leur retour. M. Satterthwaite mit immédiatement ce souhait à exécution en se rendant dans le jardin, où, après avoir admiré les plates-bandes fleuries, il s'engagea sur un chemin ombragé qui le mena à une porte pratiquée dans le mur de clôture. La trouvant non verrouillée, il la poussa et se retrouva dans un étroit sentier, un très joli petit chemin, plein de verdure et bordé de haies élevées, avec de nombreux tours et détours. Il se souvint de l'adresse des Denman, Ashmead, Harlequin's Lane. Il se rappela aussi le nom qu'on lui donnait localement et que lui avait appris Madame Denman, le sentier d'Arlequin. Je me demande. Il tourna un coude du dit sentier. Plus tard, il devait s'étonner de n'avoir manifesté aucune surprise en découvrant devant lui son insaisissable ami, Harley Quinn. Les deux hommes échangèrent une poignée de main. « Ainsi, vous êtes ici, entama M. Satterthwaite. »« Oui, je suis moi aussi descendu chez les Denman. »« Vraiment? Cela vous étonne? » Non, seulement vous ne restez jamais longtemps au même endroit. »« Rien que le temps nécessaire, répondit gravement son ami. Ils marchèrent un moment en silence.
Ce chemin, commença M. Satterthwaite, m'appartient. C'est bien ce que je pensais. Sans pouvoir me l'expliquer, je me suis dit qu'il ne pouvait en être autrement. On lui attribue aussi un autre nom dans la région. Le sentier des amoureux, le saviez-vous? Chaque village a son sentier des amoureux. Sans doute. M. Satterthwaite soupira. Il se sentit brusquement vieux et esselé. Un petit vieillard, fripé et dépassé par le temps. Les haies verdoyantes et vigoureuses semblaient le narguer. Je me demande où il finit, remarqua-t-il soudain. Ici. Ils venaient juste déboucher sur un terrain abandonné. Presque à leurs pieds s'ouvrait un trou profond où s'empilaient des boîtes de conserve qui étincelaient au soleil. D'autres trop rouillées pour refléter quoi que ce soit. De vieilles bottes, des morceaux de journaux. Un tas d'ordures, s'exclama M. Satterthwaite. Parfois on trouve des choses merveilleuses dans un tas d'ordures. Je sais. Apportez-moi les 2 plus belles choses que contient la cité, dit Dieu. Vous connaissez, hein? M. Quinn opina du chef. Levant les yeux, son compagnon remarqua une chaumière en ruine, perchée tout près du monticule. On ne saurait affirmer que ce soit là une bien jolie vue. J'imagine que le tas d'ordures n'existait pas à l'époque. Je crois savoir que les Denman ont habité là au début de leur mariage. Ils n'ont pris possession de leur grande maison que lorsque les propriétaires d'alors moururent. La chaumière fut démolie lorsqu'on commença à creuser une carrière, mais comme vous le voyez, le travail a été abandonné. Ils revinrent sur leurs pas. Dans un sourire, M. Satterthwaite hasarda. Je suppose que plus d'un couple s'aventure dans ce sentier au cours des chaudes soirées d'été. Probablement. Les amoureux... Il répéta pensivement le mot sans éprouver le sentiment de gêne qu'un Anglais ressent habituellement en le prononçant. Vous avez fait beaucoup pour eux, M. Quinn. Son voisin hocha la tête sans répondre. Vous les avez sauvés du chagrin. Plus que cela, vous les avez sauvés de la mort. Vous avez été un avocat des morts eux-mêmes. Vous parlez de vous, de ce que vous avez fait vous, et non moi. C'est la même chose, vous ne l'ignorez pas. Vous avez agi à travers moi. Pour une raison particulière, vous n'agissez jamais personnellement. Parfois, si. Sa voix contenait une intonation nouvelle. Malgré lui, M. Satterthwaite eut un frisson, qu'il mit sur le compte d'un air plus frais. Pourtant, le soleil brillait avec autant d'éclat. Une jeune fille déboucha du tournant. Arrivant à leur rencontre, elle était jolie, blonde aux yeux bleus, et vêtue d'une robe de coton rose. M. Satterthwaite se rappela l'avoir déjà rencontrée chez les Denman. Elle s'appelait Molly Stanwell. La nouvelle venue agita la main à son intention. « John et Anna viennent de rentrer, cria-t-elle. Ils pensaient bien que vous viendriez, mais ils devaient absolument assister à la répétition d'une pièce. » « Répétition de quoi ?»« D'une sorte de mascarade, en fait. Je ne saurais comment décrire cela. Il y aura de la danse, des chants, et je ne sais quoi. Monsieur Manley, vous vous souvenez de lui? Il sera Pierrot et moi Pierrette. 2 professionnels ont été spécialement retenus pour les rôles importants d'Arlequin et Colombine. Il y aura aussi un chœur de jeunes filles. Lady Rochheimer aime beaucoup régenter les villageoises. Je dois dire qu'elle se donne beaucoup de mal. La musique est ravissante, mais moderne. Le compositeur est Claude Wickman, peut-être le connaissez-vous. M. Satterthwaite fit signe que oui. Il avait entendu parler de ce jeune génie ambitieux et aussi de Lady Rochheimer. Une grosse dame éprouvant un penchant pour les garçons à l'avenir prometteur. De même, il n'ignorait pas que Sir Léopold Rochheimer aimait avoir sa femme heureuse au point de ne prendre aucun ombrage, contrairement à beaucoup de maris, de son faible pour des hommes qui auraient pu aisément passer pour ses fils. Ils trouvèrent Claude Wickman qui prenait le thé avec les Denman, sur la terrasse. Le compositeur engloutissait ce qui passait à sa portée, tout en discussion avec volubilité et en agitant de longues mains blanches aux doigts très fins. Une grosse paire de lunettes cerclées d'écailles protégeait ses yeux de myope. John Denman, assis très droit, empreint d'une certaine onctuosité, ne prêtait qu'une oreille distraite au monologue de son invité qui paraissait l'ennuyer profondément. À l'entrée de M. Satterthwaite, le compositeur concentra son attention sur lui. Anna Denman se tenait derrière la table, encombrée de tasses, calme et impassible comme à l'accoutumée. M. Satterthwaite l'observa à la dérobée. Grande et mince, la peau très tirée sur les pommettes saillantes, ses cheveux noirs partagés par une raie médiane, la peau hâlée, une femme habituée à vivre au grand air et qui méprisait l'art du maquillage, une poupée de bois figée sans vie, et cependant,
Ce visage est fait pour exprimer des sentiments. C'est là un détail qui cloche, estima le vieux gentleman. Revenant à son voisin, il s'excusa de son manque d'attention. Claude Wickman, qui aimait à s'écouter parler, en profita pour reprendre sa longue tirade. La Russie est le seul pays au monde qui vaille la peine qu'on s'y intéresse. On y pratique des expériences aux dépens du peuple, c'est entendu, mais le fait est là. On y poursuit de continuelles expériences. Il engloutit un sandwich puis mordit à belles dents dans un éclair au chocolat. Les joues pleines, il reprit. Prenez les ballets russes, par exemple. Se souvenant de son hôtesse, il se tourna vers elle pour solliciter son opinion. La question devait sans doute composer le prélude de ce que lui, Claude Wickman, avait l'intention de dire. Mais la réponse de la maîtresse de maison le dérouta complètement. Je ne les ai jamais vus. La bouche ouverte, il la regarda ébahi. Comment? Mais enfin, elle ajouta sans émotion. Avant mon mariage, j'étais danseuse, alors, vous savez. À ces moments perdus, crut bon de commenter son mari. La danse, elle haussa les épaules. J'en connais tous les trucs, cela ne m'intéresse plus. Oh, le jeune homme recouvra cependant très vite son aplomb, pour repartir à fond de terrain, dans un nouveau discours. À propos de danseuse, l'interrompit brusquement M. Satterwhite. Vos Russes ont commis un véritable crime. Claude Wickman pivota sur son siège. Je sais à quoi vous faites allusion. La Carzanova, l'immortelle, l'unique Carzanova. Vous l'avez vue danser? 2 fois à Paris et 1 fois à Londres. Je ne l'oublierai jamais. Moi aussi je l'ai vue. Je n'avais que 10 ans. Mais Dieu, je m'en souviens encore. D'un geste fougueux, il lança un morceau de bun dans un buisson. Il y a une statuette d'elle dans un musée de Berlin. En la contemplant, on a l'impression d'une fragilité presque irréelle. J'ai eu la chance de voir Madame Carzanova dans Le Cygne, Colombine et la nymphe mourante. Génial. Il n'y a pas d'autres expressions pour la décrire. Il faudra sans doute attendre de nombreuses années avant de rencontrer une autre danseuse de sa classe. Elle était jeune, elle était belle, et la Révolution l'a sacrifiée. Les sauvages, cria Wickman en s'étouffant avec une gorgée de thé. Je fréquentais la même école que Carzanova, annonça Madame Denman. Je me la rappelle très bien. Elle était merveilleuse, articula lentement M. Satterwhite. Oui, répondit son hôtesse sans manifester la moindre émotion. Elle était réellement merveilleuse. Claude Wickman se retira bientôt, ce qui provoqua un soupir de soulagement chez Denman et un éclat de rire de sa femme. Je sais ce à quoi vous pensez, remarqua M. Satterwhite. Mais en dépit de tout, ce garçon a du talent. Peut-être, accorda Denman. Oh, je n'en doute pas. Combien de temps durera son succès? Ma foi. Que voulez-vous dire? Quand le succès va trop vite, c'est dangereux. N'est-ce pas votre avis, Monsieur Quinn? Vous avez raison, mon cher Satterwhite. Allons dans mon salon, proposa Madame Denman. Nous y serons plus à l'aise. En apercevant le paravent chinois, M. Satterwhite ne put réprimer un regard admiratif. Son hôtesse qui l'observait s'enquit brusquement. Vous qui avez toujours une opinion sensée sur tout, que pensez-vous de mon paravent? Extraordinaire, unique. C'est tout ce qu'il trouva à dire. Dans son dos, Denman, qui les avait suivis, approuva. Nous l'avons acheté au début de notre mariage, et bien que nous n'en ayons donné le 10e de sa valeur vraie, nous avons dû après cela vivre chichement pendant plus d'1 année. Vous vous souvenez, Anna? Oui, John, je m'en souviens. Naturellement, aujourd'hui, ce serait différent, car nous avons, grâce à Dieu, les moyens de meubler le reste de la pièce dans le même style. Mais le croirez-vous, M. Satterwhite, ma femme s'y refuse absolument. J'aime cette pièce telle qu'elle est, se borna à répondre son épouse. Une étrange expression passa sur son visage, sans que M. Satterwhite en puisse comprendre la signification. Il regarda autour de lui, et pour la première fois prêta attention à la nudité de la pièce, où l'on ne voyait ni photos, ni fleurs, ni bibelots. Sauf le paravent, on aurait pu se croire dans un magasin de meubles d'un Miss Cartier commercial. Son hôtesse lui sourit. « Écoutez. » Elle se pencha vers lui, et durant un instant son impassibilité coutumière l'abandonna. « Je vais vous expliquer parce que vous comprendrez. Nous avons donné bien plus que de l'argent pour avoir ce paravent. Nous avons payé avec notre amour, afin de pouvoir l'acheter. Nous avons accepté de nous priver du nécessaire. Ces autres meubles chinois, dont parle mon mari,
nous ne donnerions que de l'argent pour les acquérir, rien de nous-mêmes. Son mari eut un rire forcé. Oh, comme vous voudrez, après tout. Cependant, je vous assure qu'il jure dans ce décor anglais. Les meubles sont vieux, bien sûr, mais médiocres. Du Hebblewhite sans la moindre originalité. Elle hocha la tête et murmura. De bons et solides meubles anglais. Il semblait y avoir un sens caché dans ces dernières paroles. Pièces de style anglais, beauté du paravent chinois. Non, j'ai perdu le fil, s'avoua M. Satterwhite. Pour dire quelque chose, il annonça. J'ai rencontré Miss Stanwell sur le sentier. Elle m'a appris qu'elle serait Pierrette dans la représentation de ce soir. En effet, approuva Denman, et elle y montre du talent. Elle manque de légèreté, rétorqua Anna. Ridicule, ma chère. Mon pauvre Satterwhite, les femmes sont toutes les mêmes. Elles ne peuvent souffrir entendre une autre personne recevoir des compliments. Molly est une très jolie jeune fille, et naturellement sa beauté lui attire la jalousie de tout le sexe féminin. Madame Denman parut surprise. Je ne pensais qu'à la danse. Elle est en effet très jolie, mais elle se déplace sans grâce. Vous ne pouvez me contredire. Sur ce sujet, je crois m'y connaître. M. Satterwhite intervint avec tact. Il paraît que pour le ballet, vous aurez 2 danseurs professionnels. Oui, le prince Oranov les amène en voiture. La maîtresse de maison s'exclama. Sergius Oranov? Vous le connaissez? S'enquit son mari. Je l'ai connu autrefois, en Russie. Denman parut légèrement contrarié. Vous reconnaîtra-t-il, lui? Sûrement. Elle eut un rire étouffé, presque triomphant, semblait-il. À présent, elle ne ressemblait plus du tout à une poupée de bois. D'un geste amical, elle apaisa son époux. C'est donc Sergius qui amène les danseurs. Il est vrai qu'il s'est toujours intéressé à la danse. Je m'en souviens. Sur ces mots, John Denman sortit de la pièce, imité par M. Quinn. Anna Denman se leva et s'approcha du téléphone. Elle composa un numéro et arrêta d'un geste M. Satterwhite, qui faisait mine de se retirer à son tour. Puis-je parler à Lady Rochheimer? Oh, c'est vous. Anna Denman à l'appareil. Le prince Oranov est-il arrivé? Comment? Comment? Oh mon Dieu, c'est affreux. Elle écouta un moment puis replaça le combiné. Il s'est produit un incident, un accident, M. Satterwhite. Cela n'a rien d'étonnant avec Sergius Ivanovitch au volant. Il n'a pas changé depuis tant d'années. La jeune fille n'est pas gravement blessée, seulement quelques contusions, mais elle ne pourra pas danser ce soir. L'homme a le bras cassé. Sergius Ivanovitch lui-même ne souffre de rien. Il a toujours une chance de tous les diables. Mais, et la représentation de ce soir? Exactement, mon ami, il faut tenter quelque chose. Elle s'assit et parut se perdre dans des réflexions profondes, desquelles elle émergea pour s'excuser. Je suis une hôtesse détestable. Je ne m'occupe pas de vous. Je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Il y a cependant une chose que j'aimerais bien savoir, madame Denman. Je vous écoute. Comment avez-vous fait la connaissance de M. Quinn? Il vient souvent par ici. Je crois me rappeler qu'il possède un coin de lande dans la région. En effet, il me l'a appris cet après-midi même. Il est... Son regard croisa celui de son vis-à-vis. Je crois que vous êtes mieux au courant que moi de ce qu'il est. Moi? Me tromperais-je? Il se sentit troublé. Elle voulait le forcer à traduire par des mots ce que lui-même se refusait à admettre. Vous le savez. Je crois d'ailleurs que vous savez presque tout, M. Satterwhite. Des compliments qui, pour une fois, ne le flattaient pas. Il hocha la tête en proie à une humilité à laquelle il n'était pas accoutumé. Que peut-on savoir, si peu? C'est vrai. Lorsqu'elle se remit à parler, elle évita de le regarder et sa voix avait un accent amer. Si je vous confiais quelque chose, vous ne ririez pas. Non, je ne pense pas que ce soit votre genre. Supposons donc qu'au cours de sa carrière, quelqu'un en arrive à inventer, pour soi, une sorte d'être idéal, qu'il finisse par se persuader que quelque chose qui n'existe pas existe, pour se distraire, pour échapper à la réalité, vous comprenez? Pas d'autre but qu'une évasion. Et un jour, le rêve se concrétise. Ce que cette personne imaginait, la chose impossible, irréalisable, se matérialise brusquement. Voyez-vous là une preuve de démence? Dites, est-ce un signe de folie? Ou bien croyez-vous, vous aussi, que ce soit un miracle après tout? Les mots ne parvenaient pas à sortir. Il se sentait paralysé. Elle quitta la pièce, laissant M. Satterwhite avec ses conclusions informulées.
Le vieux gentleman descendit pour le dîner et trouva son hôtesse en conversation avec un grand homme brun, d'environ 40 ans. Prince Oranov, M. Satterthwaite. Les deux hommes se saluèrent. L'ami de M. Quinn eut le sentiment qu'avant son entrée, le prince et Madame Denman s'entretenaient d'un sujet qu'ils n'aborderaient plus en sa présence. L'atmosphère n'en parut pas assombrie pour autant. Le Russe conversa avec aisance, de manière chère, au cœur de son interlocuteur. Et bientôt, ils se découvrirent des amis communs. Lorsque John Denman se joignit à eux, la conversation prit un tour ennuyeux. Oranov exprima son regret quant à l'accident survenu dans l'après-midi. « Je n'étais cependant pas dans mon tort. J'aime conduire vite, je l'admets. Mais je suis un bon pilote. C'est la faute du destin, la chance. » Il haussa les épaules. « Notre maître à tous. »« C'est le Russe qui parle en vous, Sergius Ivanovitch, » intervint sa compatriote. « Et trouve, du moins je l'espère, un écho en vous, Anna Mikhailovna, » dit-il rapidement. M. Satterthwaite regarda le trio. John Denman blond, distant, très anglais, et les deux autres, bruns, maigres, étrangement ressemblants. Sans savoir pourquoi, il repensa au premier acte de la Valkyrie. Siegmund et Singlind, tellement semblables, et l'indésirable Hunding. Des idées commencèrent à s'insinuer dans son cerveau. Serait-ce là l'explication de la présence de M. Quinn? Une chose était certaine. Là où se trouvait M. Quinn, un drame menaçait. Assisterait-il en ce moment au prologue du drame? La vieille histoire banale, le ménage à trois. Il se sentit légèrement déçu. Il espérait mieux. « Qu'est-ce qui a été décidé, Anna ?» demanda John Denman. « La représentation devra être annulée, j'imagine. Je vous ai entendu téléphoner au Rochheimer. »« Non, nous n'annulerons pas la représentation. Mais sans le ballet, elle devient impossible. » « J'admets qu'une harlequinade sans Arlequin et Colombine n'aurait aucun sens, » répliqua-t-elle sèchement. « Je serai Colombine, John. »« Vous ?» ?»« Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas honte. Vous semblez oublier qu'à une certaine époque j'étais danseuse. »« Quelle étrange chose que la voix, » songeait M. Satterthwaite. « Les pensées qu'elle laisse voir et celles qu'elle dérobe. J'aimerais bien pouvoir deviner. »« Ma foi, concéda Denman à contre-cœur, cela résout la moitié du problème. Mais où allez-vous trouver un arlequin? »« Je l'ai trouvé ici. » En souriant, elle montra le seuil de la porte où se tenait M. Quinn, qui lui retourna son sourire. « Sapristi, Quinn, je n'aurais jamais pensé que vous vous y connaissiez en matière de danse. »« M. Quinn est recommandé par un expert, John. » M. Satterthwaite répondra de lui. Elle sourit au vieux gentleman qui se surprit à murmurer. « Oh oui, je réponds de M. Quinn. » Denman aborda un autre sujet. « Vous savez que plus tard, il va y avoir une sorte de bal masqué. Quelle barbe! On va devoir vous accoutrer, Satterthwaite. »« Mon âge m'excusera, » répliqua l'intéressé avec force. Soudain, une idée amusante lui traversa l'esprit. Une serviette sur l'avant-bras, et voilà, je suis un vieux maître d'hôtel qui a connu des jours meilleurs. Il rit. M. Quinn l'observa. Une profession intéressante, celle de maître d'hôtel. On est appelé à voir tant de choses. Quant à moi, il me faudra m'affubler de trucs idiots, ronchonna Denman. Un costume de Pierrot. Heureusement que le temps s'est rafraîchi, c'est toujours ça. Et vous, Oranov, que porterez-vous? Un travesti d'arlequin, répondit ce dernier, en fixant le visage de sa compatriote. L'imagine-t-il? M. Satterthwaite crut y lire une expression de contrariété, aussitôt disparue qu'apparue. Denman pouffa. Alors nous aurions pu être trois, car j'en ai moi-même un que ma femme m'a fabriqué il y a des années pour assister à une soirée. Il abaissa un regard gêné sur son plastron que gonflait son estomac. Je doute que je puisse encore rentrer dedans. Ce serait certainement impossible, appuya son épouse. À nouveau, le timbre de sa voix venait de trahir un sentiment caché. Elle leva les yeux vers le cadran de l'horloge. Si Molly n'arrive pas bientôt, nous nous mettrons à table sans elle. Mais on annonça justement la jeune fille, qui parut déjà vêtue de son costume blanc et vert. M. Satterthwaite la trouva charmante. Elle débordait d'enthousiasme, après le dîner tout en buvant son café, à la voix. Je me sens terriblement nerveuse. Je suis sûre que ma voix tremblera et que je ne me souviendrai plus des paroles. Votre voix est très agréable, affirma Anna. À votre place, je ne me ferai aucun souci à ce sujet. Pourtant, c'est ce qui me tracasse le plus. Je ne suis pas inquiète pour la partie dansée. On ne saurait trop commettre d'erreur avec les pieds, n'est-ce pas?
Elle quémandait la vie d'Anna qui, au lieu de répondre directement, la pressa. « Chantez tout de suite quelque chose pour M. Satterthwaite. Vous verrez qu'il vous rassurera. » Molly se rendit au piano. De sa voix fraîche, elle entonna une vieille mélodie irlandaise. « Sheila, dark Sheila, what is that you're seeing? What is that you're seeing? That you're seeing in the fire. I see a lad that loves me, and I see a lad that leaves me, and a third lad, a shadow lad, and he's the lad that grieves me. » La chanson terminée, Monsieur Satterthwaite exprima son approbation. « Madame Denman a raison, vous avez une très jolie voix, Molly. Peut-être n'est-elle pas complètement rompue aux détails techniques, mais elle est jeune et sans artifice. » « Exactement, renchérit Denman. Ne vous tracassez pas, et ne vous laissez pas impressionner par la scène. Et si on se mettait en route maintenant ?» On se sépara pour se préparer. La nuit était très douce. Il fut décidé qu'on se rendrait à pied chez les Rochheimer, qui n'habitaient qu'à quelques centaines de yards. M. Satterthwaite se trouva près de son ami Queen et lui confia. « C'est étrange, mais cette chanson irlandaise m'a obligé à penser à vous. A third lad, a shadow lad. Il y a du mystère dans l'air, et partout où règne le mystère, je songe tout de suite à vous. Suis-je donc si mystérieux que cela ?» s'enquit son compagnon dans un sourire. « Sans aucun doute. Jusqu'à ce soir, j'ignorais que vous fussiez danseur professionnel. »« Vraiment ? Écoutez, » il fredonna la mélodie d'amour de la Valkyrie. « J'ai eu cet air dans la tête durant tout le repas, alors que j'observais ces deux-là. »« Qui ?»« Le prince Oranov et madame Denman. N'avez-vous pas remarqué le changement qui s'est opéré chez cette dernière au cours de la soirée? C'est comme si un voile intérieur s'était soulevé brusquement, laissant paraître la lumière du dedans. Oui, peut-être. Le drame habituel, je ne me trompe pas. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils appartiennent au même monde, partagent les mêmes pensées, les mêmes rêves. Il est aisé d'imaginer le cours des choses. Il y a 10 ans, Denman devait être beau garçon, assez romantique. Il a pour avantage initial de lui avoir sauvé la vie. La conclusion s'imposait. Mais aujourd'hui, qu'est-il devenu? Un bon type qui a réussi, mais médiocre. Un anglais stable, solide, comme ses meubles d'Epplewhite. Aussi anglais et ordinaire qu'une jolie fille de son pays, avec sa voix fraîche dépourvue d'artifice. Oh, vous pouvez sourire, monsieur Queen, mais vous ne nierez pas ce que j'avance. Je ne nie rien, vous avez toujours raison. Cependant, eh bien, M. Queen se pencha vers lui. Ses yeux mélancoliques fouillèrent ceux de son ami, tandis qu'il soufflait. Est-il possible que vous ayez appris si peu de la vie? Là-dessus, il tourna le dos au vieux gentleman, légèrement troublé, et qui sortit de ses songes en réalisant que les autres étaient partis sans l'attendre. Il quitta le domaine en empruntant le jardin et la même porte qu'il avait poussée dans l'après-midi. Le sentier baignait dans la clarté lunaire, et il aperçut tout de suite un couple enlacé à quelques pas de lui. Un instant, il crut, mais il réalisa aussitôt son erreur. John Denman et Molly Stanwell. La voix de l'homme lui parvint, âpre et angoissée. « Je ne puis vivre sans vous, Molly. Qu'allons-nous devenir ?» M. Satterthwaite pivota, prêt à rebrousser chemin. Mais une main le retint. Quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte, et, comme lui, avait vu. M. Satterthwaite n'eut qu'à jeter un coup d'œil sur ce visage, pour y découvrir l'expression de souffrance qui s'y peignait, et qui démontrait combien ses déductions sur son compte se trouvaient fausses. La main droite le retint, jusqu'à ce que le couple eût disparu au détour du sentier. Il s'entendit lui débiter des paroles de réconfort banales, qui, il le devinait, ne calmeraient pas la torture qu'il avait décelée. Elle ne parla qu'une fois pour demander « Je vous en prie, ne me laissez pas seul. » Il se sentit touché de se découvrir utile à quelqu'un. Il reprit sa litanie de phrases vides, mais préférables au silence. Ils arrivèrent chez les Rochheimer. La main qui s'appuyait sur son épaule lui intimait parfois une pression, signifiant que sa présence le réconfortait. Au pied des marches, madame Denman s'écarta de lui, et la tête rejetée en arrière, elle annonça fièrement « À présent, je vais danser. Ne craignez rien pour moi, mon ami, je danserai. » Elle l'abandonna sur ces mots, et M. Satterthwaite se trouva accaparé par une lady Rochheimer couverte de diamants et débordante de lamentations. La dame le laissa bientôt en présence de Claude Wickman. « Ruiné, complètement ruiné. Ce genre de catastrophe n'arrive qu'à moi. Tous ces paysans s'imaginent qu'ils sont capables de danser.
et on ne m'a même pas consulté. Il parla, heureux d'épandre sa rancœur auprès d'un homme qui le comprendrait. Les premiers accords de l'orchestre l'obligèrent toutefois à se taire, et ce Satterthwaite émergea de son rêve. Une fois de plus, il remplit son rôle de critique avisé. Wickman était sans doute un âne, mais ses œuvres avaient de la qualité. La mise en scène s'avérait parfaite. Lady Rockheimer ne rechignait pas à la dépense lorsqu'il s'agissait de ses protégés. Une sorte de clairière d'Arcadie que les effets de lumière rendaient irréels. Des silhouettes évoluaient en des figures classiques. Arlequin souple dans son costume pailleté, miroitant à la clarté lunaire sa baguette magique, dessinant des arabesques dans l'air, son visage masqué. Colombine toute blanche, pirouettant tel un rêve, impalpable. M. Satterthwaite se redressa d'un jet. Il avait déjà vécu tout cela, bien sûr, voyons. Son esprit s'envola du salon de Lady Rockheimer pour se retrouver dans un musée de Berlin, devant une statuette, celle de l'immortelle Colombine. Arlequin et Colombine. Ils dansaient sur le monde qui leur appartenait, tout entier. Un clair de lune, une forme qui naît. Pierrot erre dans les bois, chantant sous la lune. Il aperçoit Colombine et ne connaît plus de paix. Avant que le couple immortel ne disparaisse, Colombine jette un regard en arrière. Elle a entendu l'appel d'un cœur humain. Pierrot poursuit sa course à travers les arbres, dans l'obscurité. Sa voix se perd au loin. Le pré communal, les danses des jeunes villageoises vêtues en Pierrot et Pierrette, Molly en Pierrette. Aucun talent de danseuse, Anna avait vu juste. Mais une jolie voix pour entonner Pierrette dansant sur la pelouse. L'air en était plaisant. M. Satterthwaite hocha la tête satisfait. Quand il le voulait, Wickman pouvait composer de la belle musique. Les chants des villageoises le faisaient frémir. Lady Rockheimer se montrait cependant fort enjouée. On pressa Pierrot de se joindre à la danse, mais il refusa. Son visage de craie se fond dans le lointain. L'éternel amoureux continue à chercher la femme idéale. Le soir tombe. Invisibles Arlequin et Colombine se mêlent au groupe de danseuses, qui ne les voient pas. La place est soudain déserte. Seul Pierrot, épuisé, s'endort sur un talus. Arlequin et Colombine dansent autour de lui. Il se réveille et aperçoit Colombine. Il la courtise en vain, plaide sa cause, la supplie. Elle hésite. Arlequin lui fait signe de le rejoindre pour reprendre leur route. Mais elle ne voit plus le tentateur. Elle écoute Pierrot dans sa chanson d'amour qu'il répète une fois de plus. Elle se retrouve dans ses bras. Le rideau tombe. Le deuxième acte se passe dans la chaumière de Pierrot. Colombine s'assied dans l'âtre. Elle est pâle, épuisée. Elle tend l'oreille. Qu'écoute-t-elle? Pierrot qui chante pour elle ramène ses pensées vers lui. La soirée s'assombrit. Un bruit de tonnerre. Colombine repousse son rouet. Elle est impatiente, inquiète. Elle n'écoute plus Pierrot. C'est sa musique à elle qui emplit l'air, le thème d'Arlequin et de Colombine. Elle est réveillée. Elle se rappelle. Un violent coup de tonnerre. Arlequin apparaît sur le seuil de la chaumière. Pierrot ne peut le voir, mais Colombine se lève d'un bond avec un rire heureux. Des enfants arrivent en courant, mais elle les écarte de son chemin. Avec un nouveau coup de tonnerre, les murs s'effondrent et Colombine traverse la nuit déchaînée aux côtés d'Arlequin. Obscurité, puis la chanson de Pierrette. La lumière revient graduellement. À nouveau la chaumière. Pierrot et Pierrette, vieillis, sont assis dans des fauteuils face à la cheminée. La musique est allègre, mais en mineur. Pierrette s'assoupit dans son fauteuil. Par la fenêtre, un rayon de lune pénètre dans la pièce, ainsi que le thème de la chanson de Pierrot, oublié depuis longtemps. Pierrot s'agite dans son sommeil. Musique lointaine, musique de rêve. Au dehors, Arlequin et Colombine. La porte s'ouvre toute grande et Colombine entre en dansant. Elle se penche sur Pierrot, endormi, lui donne un baiser. Fracas, un roulement de tonnerre. Colombine est sortie. Au centre de la scène, la fenêtre éclairée par laquelle on voit Arlequin et Colombine s'éloigner en dansant jusqu'à devenir invisible. Une bûche tombe dans le feu. Pierrette se réveille en sursaut, court, furieuse, à la fenêtre et tire le rideau. Ainsi se termine l'histoire, sur une note discordante. M. Satterthwaite, un instant immobile au milieu des applaudissements et des clameurs, se leva et se dirigea vers la sortie. Il croisa Molly Stanwell, rouge et excitée que l'on accablait de compliments.
il aperçut John Denman se frayant un passage à coups de coude, les yeux brillants d'une flamme nouvelle. Molly s'avança vers lui, mais presque inconsciemment il la repoussa. Ce n'était pas elle qu'il cherchait. « Ma femme, où est-elle » ?»« Je crois qu'elle s'est rendue dans le jardin. » Ce fut M. Satterthwaite qui la découvrit en premier. Elle était prostrée, sur un banc de pierre dominé par un cyprès. Arrivé devant elle, il eut un geste étrange. Il mit un genou à terre et lui baisa la main. « Ah, vous jugez que j'ai bien dansé. Vous avez dansé, comme vous avez toujours dansé, madame Carzanova. » Elle eut un haut de corps. « Vous avez deviné ?»« Il n'y a qu'une Carzanova. Personne ne pourrait vous avoir vu danser et vous oublier. Mais pourquoi? Pourquoi? Comment pourrais-je agir autrement? Que voulez-vous dire? Vous me comprendrez parce que vous appartenez au monde. Une grande danseuse peut avoir des amoureux, mais un mari, c'est très différent. Et lui, il ne voulait pas de l'autre. Il voulait que je lui appartienne comme Carzanova n'aurait jamais pu s'y résigner. Je comprends. Ainsi vous avez abandonné. » Elle eut un signe d'assentissement. « Vous deviez beaucoup l'aimer pour faire un tel sacrifice. »« Oui, sans doute. »« Et maintenant ?»« Maintenant ?» Elle se tut un moment puis éleva la voix, tournée vers l'obscurité. « Est-ce vous, Sergius Ivanovitch ?» Le prince Oranov apparut dans la lumière. Il lui prit la main et se tourna vers M. Satterthwaite en souriant. « Il y a 10 ans, je pleurais la mort d'Anna Carzanova. Elle représentait pour moi une partie de mon être. Aujourd'hui, je la retrouve et nous nous séparerons plus jamais. Au bout du sentier, dans 10 minutes, décréta Anna. Je tiendrai ma promesse. » Oranov inclina la tête et s'éloigna. La danseuse se tourna alors vers M. Satterthwaite, un sourire aux lèvres. « Eh bien, mon ami, vous ne semblez pas satisfait. Savez-vous que votre mari est en train de vous chercher ?» Il remarqua le frémissement qui la parcourut, mais elle répondit d'un ton composé. « C'est bien possible. » J'ai vu ses yeux, il ne put continuer. « Oui, je comprends, mais cela durera 1 heure, pas plus. 1 heure magique, née des souvenirs évanouis. La musique, la lune, c'est tout. Dans ce cas, durant 10 années, j'ai vécu avec l'homme que j'aime. Maintenant, je retourne vers celui qui m'a aimé durant tout ce temps. » M. Satterthwaite ne trouva rien à répliquer. Ce dénouement s'imposait sans doute. Mais il avait souhaité autre chose. La main de Carzanova se posa sur son épaule. « Je sais, mon ami, je sais. Mais il n'y a pas d'autre solution. On est toujours à la recherche du même homme, l'amoureux parfait, l'éternel amant. C'est la musique d'Arlequin que l'on entend sans cesse. Aucun amoureux ne satisfait complètement, car tous, ils sont mortels. Arlequin lui-même n'est qu'un mythe, une présence invisible. À moins, je vous en prie, poursuivez. À moins qu'il ne se nomme la mort. » M. Satterthwaite tressaillit. La danseuse s'étant élevée, le laissa là. Il vit l'ombre de la nuit l'envelopper. Il ne sut jamais combien de temps il était resté sur place. Mais brusquement il se redressa, conscient d'avoir perdu des minutes précieuses. Comme poussé par une force indépendante de sa volonté, il se hâta vers un certain endroit. En débouchant dans le sentier, il éprouva une sensation d'irréalité inexplicable. Magie et clair de lune, et aussi 2 silhouettes qui approchaient. Il crut reconnaître Oranov dans son costume d'arlequin, mais comme le couple passait près de lui, il dut admettre son erreur. Cette démarche souple, évoluant avec grâce, il ne pouvait s'agir que de M. Quinn. Ils s'éloignèrent sur le chemin. Leurs pas légers semblaient glisser dans l'air. M. Quinn tourna la tête, et Satterthwaite ressentit un choc, car ce n'était plus le visage de son ami tel qu'il le connaissait, mais celui d'un étranger. Non, pas un étranger. Le visage de John Denman, semblable à ce qu'il avait dû être avant que la vie ne tournât trop bien pour lui, alerte, aventureux. Le visage du jeune homme et de l'amant. Le rire de sa compagne s'éleva, clair et heureux. Il les suivit du regard et aperçut au loin une chaumière éclairée. Et il resta là, figé, tel un homme qui rêve. Il sursauta lorsque quelqu'un, l'attrapant avec force, le força à pivoter. Sergius se tenait là, devant lui, pâle, hagard. « Où est-elle? Où est-elle? Elle a promis, mais elle ne s'est pas rendue à notre rendez-vous. Madame vient de passer dans le sentier. » Dans leur dos, la bonne de madame Denman émergeait de l'ombre, la cape de sa maîtresse sur le bras. Je me tenais ici et je l'ai vue. Elle était seule. M. Satterthwaite cria presque.
Seul? La servante ouvrit des yeux ronds. Mais oui, monsieur, seul. Le vieux gentleman saisit Oranov par le bras. Vite, souffla-t-il. J'ai peur. Ils avancèrent dans le chemin presque en courant. Le Russe prononçait des paroles incohérentes. C'est une créature merveilleuse. Ah, comme elle a dansé ce soir. Et votre ami, qui est-il? Il est lui aussi merveilleux, unique. À l'époque, lorsqu'elle dansait la colombine de Rimsky-Korsakov, elle se plaignait de ne jamais trouver d'arlequin idéal. Mordov, Kasnin, aucun n'était véritablement parfait. Elle nourrissait un rêve. Elle me l'a confié un jour. Elle dansait, paraît-il, avec un arlequin imaginaire. C'est Arlequin lui-même, me disait-elle, qui vient évoluer à mes côtés. C'est ce rêve qui faisait d'elle une si merveilleuse colombine. M. Satterthwaite ne répondit pas. Une seule pensée occupait son esprit. Dépêchez-vous, il faut que nous arrivions à temps. Ils parvinrent au dernier tournant, devant le tas d'ordures où s'étalait, en son milieu, le corps d'une femme, bras écartés, tête rejetée en arrière, un visage figé et un corps triomphant dans la clarté lunaire. Des mots revinrent frapper l'esprit de M. Satterthwaite, ceux de M. Quinn. Merveilleuse chose sur un tas d'ordures. Il en comprenait à présent le sens. Oranov, le visage baigné de larmes, murmurait des phrases hachées. Je l'aimais, je l'ai toujours aimé. Nous appartenions au même monde, elle et moi. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes rêves. Je ne me serais jamais lassé de l'aimer. Comment le savez-vous? Le Russe le regarda sans comprendre. Comment le savez-vous? Tous les amoureux pensent ainsi, mais il n'existe qu'un amoureux. Il se retourna pour se heurter à M. Quinn, très agité. Il le prit par le bras et l'attira à l'écart. C'est vous qui étiez avec elle dans le sentier. M. Quinn attendit un moment puis répondit tranquillement. J'imagine que l'on peut décrire la situation de cette manière. Et la servante ne vous a pas vu? La servante ne m'a pas vu. Mais moi, si. Pourquoi? Peut-être à cause du prix que vous avez payé. Il vous est donné de voir certaines choses que d'autres ne voient pas. M. Satterthwaite le regarda sans comprendre. Puis un long frisson le parcourut. Quel est cet endroit? Chuchota-t-il. Quel est cet endroit? Je vous l'ai dit, mon sentier. Le sentier des amoureux, et tout le monde l'emprunte? Presque tout le monde, tôt ou tard. Et tout au bout, que trouve-t-on? M. Quinn sourit. Il indiqua la chaumière en ruine, au-dessus d'eux, et expliqua d'une voix douce. La maison de leurs rêves, un tas d'ordures. Qui sait? M. Satterthwaite éprouva brusquement un sentiment de rébellion sauvage. Il se sentait trompé, frustré. Mais moi, sa voix tremblait, moi je n'ai jamais passé sur votre sentier. Et vous le regrettez? M. Satterthwaite recula. M. Quinn semblait avoir pris soudain des proportions énormes. Le vieux gentleman devina que quelque chose de terrifiant le menaçait. Sa petite âme douillette battit en retraite. Le regrettez-vous? Répéta M. Quinn. Il y avait en lui quelque chose de terrible. Non, non. Et il feignit de plaisanter. Je vois des choses. Il se peut que, dans la vie, je n'ai jamais été qu'un spectateur. Je puis voir des choses que d'autres ne voient pas. Vous l'avez dit vous-même, M. Quinn. Mais M. Quinn avait disparu. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Pour ma part, je l'ai trouvée un petit peu lunaire et quelque peu effrayante, surtout vers la fin. Et puisque c'est la dernière nouvelle où figure M. Quinn, je pense que Agatha Christie a voulu confirmer la nature mystérieuse, voire mystique de M. Quinn. Est-ce que c'est un ange de la mort? Après tout, il a maintes fois aidé M. Satterthwaite à éviter des drames. C'était peut-être des gens qu'il fallait aider, parce que tout simplement leur heure n'était pas encore venue. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, car assise toute seule ici, minuit sonnante, ne m'encourage pas tellement à avoir des théories. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.